peut peut-être parler de la sortie donc de l'euro que nos dirigeants promettent est catastrophique. Juste avant, c'est très révélateur sur cette saine gestion des finances publiques. En 2014, la Cour des comptes, vous l'indiquez dans votre ouvrage, de l'Union européenne avait indiqué que Bruxelles avait fait une erreur de 7 milliards d'euros. Bonne gestion. Donc on ne sait pas où sont passés ces 7 milliards d'euros, mais en tout cas, on l'a dans le baba. En tout cas, donc pour sortir de l'euro, évidemment, les adversaires de cette sortie de l'Union européenne et de l'euro affirment que cette sortie entraînerait une explosion de la dette publique française. Pourquoi vous nous dites que c'est impossible ? C'est archi faux, parce que l'idée, c'est de dire, en fait, finalement, là, à l'heure actuelle, notre dette est en euros. Et si demain on sort, la monnaie deviendra le franc, le nouveau franc, peu importe. Et donc la totalité du stock de dette serait remêlée, en gros, serait toujours en euros. On devrait le rembourser en euros alors qu'on est en francs. Sauf que c'est complètement faux parce que il y a un principe de droit international qui s'appelle le principe de lex monetae, qui dit que ce qui fait foi, on rembourse dans la monnaie qui a cours légal dans le pays à partir du moment où le contrat justement est en droit national. Or, quand on regarde les chiffres, 97% de la dette publique française est en droit français. Donc, c'est-à-dire que la dépréciation et le remboursement plus élevé porteraient seulement sur 3%, ce qui est ridicule, d'autant qu'un pays redevenu souverain peut faire en sorte, par exemple, de mettre une taxe confiscatoire sur ces 3% pour forcer les détenteurs à passer en droit national et du coup à rembourser en francs. Donc c'est encore en fait c'est encore un mythe. Mais en fait, mon chapitre sur la sortie de l'euro montre que toutes les affirmations sont complètement mensongères. Quand on demande souvent... Sur le prix de l'essence également. Exactement, sur le prix de l'essence, c'est la même chose. Le prix de l'essence, comme c'est essentiellement constitué de taxes, l'essence c'est plus de 60% de taxes. L'augmentation serait à peine de 9 ou 10 centimes, c'est moins que la taxe justement qu'a mis en place Emmanuel Macron et qui a mis le feu aux poudres au niveau des gilets jaunes. C'est moins que ça. Donc en fait, quand on creuse à chaque fois avec un européiste et qu'on regarde les arguments, soit il n'a pas d'argument et il crie tout simplement parce que ça sera la catastrophe. On se demande pourquoi. Il ne sait pas répondre, ou quand il répond, ce sont des arguments de ce type-là. La dette qui exploserait, le prix de l'essence, etc. Et quand on creuse le sujet, quand on le décortique, on se rend compte que finalement, ce sont que des mensonges. C'est important de faire le bilan. Vous savez, comme dans n'importe quelle entreprise, quand il y a un projet, après on fait un post-mortem et on regarde le bilan de ce qui s'est passé. Je peux vous dire que dans n'importe quelle entreprise, l'Union européenne et l'euro auraient été mis à la benne depuis bien longtemps quand on regarde les résultats par rapport aux promesses d'entrée. Une des promesses, c'est justement l'euro qui apporterait plus de croissance. Quand on regarde, c'est même pas pays seulement du Nord ou du Sud, même quand on agrège, il faut savoir que la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Il y a juste le Japon qui fait moins bien, mais le Japon est un cas à part, parce que la croissance est beaucoup plus faible, parce qu'il y a sa population qui s'effondre, et donc mécaniquement, vous avez une croissance moindre. Mais sinon, la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Après, effectivement, quand on regarde à l'intérieur de la zone euro, là, vous avez les pays du Nord qui s'en tirent mieux que les pays du Sud, mais plus qu'une question Nord-Sud, c'est une question... Euro, pas euro. Euro, pas euro, et voilà, les pays déjà... Quand on regarde au sein même de l'Union européenne, quand on regarde la croissance depuis le début entre les 19 pays qui ont adopté l'euro et les 9 qui ne l'ont pas adopté, vous avez un écart depuis 1999 à maintenant de 16 points. Donc c'est absolument énorme. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne hors de la zone euro ont une croissance bien plus forte, ce qui ruine complètement tout l'argumentaire habituel et les promesses de l'époque. Et au sein même de la zone euro, effectivement, vous avez les pays qu'on peut qualifier du Nord, qui étaient déjà plus compétitifs avant l'euro. Et donc, qu'est-ce qui se passait quand chacun avait sa propre monnaie ? Si on prend la France et l'Allemagne, vous aviez l'Allemagne, comme elle était plus compétitive, elle avait une année un excédent commercial, et du coup, mécaniquement, sa monnaie s'appréciait. Quand sa monnaie s'appréciait, quand le mark s'appréciait, les produits allemands devenaient relativement plus chers à l'export. Et perdaient un peu de... Et pour les Français d'acheter, était plus cher à l'import d'acheter les produits allemands, et c'était le contraire pour la France. Et donc, vous aviez ces balances commerciales qui se rééquilibraient mécaniquement. Quand vous n'avez plus ce mécanisme-là, vous avez les pays les plus compétitifs qui engrangent après année des excédents commerciaux. Et il faut savoir que l'excédent commercial de la zone euro, c'est gigantesque, c'est de l'ordre de 200 milliards.
Mais c'est que l'Allemagne. Il est allemand. C'est que l'Allemagne. Et donc, au contraire, tous les pays, notamment les pays du Sud, comme la France, eux sont en déficit commercial. Pour la France, c'est quand même plus de, ça dépend des années, mais on est entre 60, 70, 80 milliards d'euros de déficit commercial. Et ça veut dire que c'est de l'argent qui part tous les gens de France, et c'est une France qui s'appauvrit, et ça c'est lié à l'euro. D'ailleurs, le dernier excédent commercial français, c'était au tout début des années 2000, quand vous aviez un euro qui était plus faible que le dollar. Mais depuis qu'on a l'euro, maintenant on est en déficit commercial chronique et en chômage massif. Et alors vous avez abordé indirectement la question de la variable d'ajustement. Grosso modo, vous nous avez dit, quand les monnaies étaient les monnaies nationales, eh bien, selon les performances du commerce extérieur, la monnaie s'appréciait ou se dépréciait. Bon. Et on pouvait même recourir à la dévaluation, ce que l'Italie et la France ont fait largement. Maintenant, impossible. Et donc, c'est le chapitre suivant, c'est-à-dire que l'euro nous protégerait du chômage. Non seulement l'euro ne nous protège pas du chômage, mais le chômage est devenu la variable d'ajustement. Alors exactement, il y a deux variables d'ajustement en fait. Quand on regarde déjà la zone euro, contrairement à cette promesse, est la zone du monde où il y a le plus de chômage. Et quand on regarde là encore au sein même de l'Union européenne, entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté, vous avez une divergence massive avec un chômage bien plus grand dans les pays de la zone euro que dans ceux qui sont hors zone euro dans l'Union européenne en moyenne. Donc encore une fois, le résultat est calamiteux. Mais là, effectivement, quand il n'y a pas ces rééquilibrages monétaires, il y a deux variables d'ajustement. Il y a le chômage. Et quand vous n'avez plus la dévaluation externe, vous avez l'autre variable d'ajustement qui est la dévaluation interne. C'est ce qu'on a demandé aux Grecs, c'est ce qu'on a demandé aux Italiens et c'est ce qu'on demande aux Français. Voilà. Parce que quand vous avez le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui demande chaque année à la France de geler le SMIC, c'est exactement pour ça. Vous ne pouvez pas du coup dévaluer au niveau externe et donc vous créez une dévaluation interne parce que quand vous gelez, vous augmentez le SMIC à peine au niveau de l'inflation, donc ça veut dire que mécaniquement vous baissez les salaires réels. Voilà. Et donc il faut choisir soit l'euro, et donc on a le chômage de masse et la dépression totale sur les salaires, la dévaluation interne, ou alors on n'a pas l'euro. Mais on ne peut pas avoir les deux, et ça les Français, il faut qu'on soit conscient, parce que la question monétaire est une question souvent technique, difficile, voilà. Et les Français ne voient pas les implications, mais les implications concrètes, c'est que l'euro explique en grande partie, il y a aussi le libre-échange total dans lequel je parle dans les deux derniers chapitres du livre, mais l'euro explique massivement justement la croissance atone et le déficit commercial français, les salaires qui augmentent peu et le chômage de masse. Voilà. C'est véritablement un boulet. L'euro est un boulet pour l'économie française. Ouais. Mais pour vous dire la folie du projet de l'euro, entre 1971 et 1983, en à peine 12 ans, on était passé de 1 Deutschmark égale 1,5 francs à 1 Deutschmark égale 3 francs en 12 ans. Ouais. Donc c'est une dépression, c'est de l'ordre de 50%. Alors on parlait de 50%, là les Européens vous diraient ce serait la catastrophe, etc. Mais sauf que manque de peau, quand on regarde les chiffres, c'est là où on parle du fétichisme de la monnaie, quand on regarde les chiffres, la France à l'époque avait une meilleure croissance que l'Allemagne. Oui. Absolument. Mais l'euro, pour parler de façon imagée, c'est complètement absurde. C'est comme si vous aviez, moi j'aime beaucoup le foot, en fait, l'euro, pour que les Français comprennent, c'est comme si vous avez fait un match face à l'Allemagne, un bon vieux classique France-Allemagne, et sauf que l'Allemagne, dès le début du match, jouait à 12 joueurs, alors que vous jouez à 9 joueurs. Bah forcément, le résultat du match, on le connaît. Charles-Henri Gallois, vous évoquez également la question de la gestion des finances publiques. Est-ce que l'Union européenne a un rôle positif sur les États membres en matière de gestion des finances publiques ? Non, au niveau global, on voit que l'endettement a explosé. Alors certes, il y a aussi la crise de 2008 qui a joué, mais finalement, ces règles soi-disant de bonne gestion des 3% ne sont pas révélées efficaces, parce que si l'Allemagne a diminué son endettement, mais du fait, encore une fois, qu'elle bénéficie de l'euro, les autres pays n'ont pas du tout désendetté. Au contraire, l'endettement a explosé partout, en Grèce, en Italie, en France, et il y a une raison, même si pour moi le gros de l'endettement, justement de l'explosion de l'endettement, c'est justement parce qu'on a une faible croissance, et faible croissance, ça donne des faibles rentrées fiscales, et donc vous avez des déficits qui sont importants, vous êtes dans une économie en dépression, et il y a aussi le fait, même si ça explique en petite partie, qu'on ne peut plus du tout monétiser
justement, alors qu'on pourrait monétiser une partie de l'investissement français, évidemment pas tout, parce que sinon on pourrait créer de l'hyperinflation, mais on pourrait monétiser une partie, notamment dans la transition écologique ou autre, ou des grands investissements de demain ou dans le bâtiment. On pourrait faire ça alors que c'est interdit par l'article 123 du TFUE qui interdit aux banques centrales de prêter directement aux États. Sauf qu'on en parlera, mais je vais laisser Pierre poser sa question. Oui, allez, justement, Pierre. Olivier Charles-Henri Gallois, sur cette crise de 2008 que vous avez rapidement évoquée, comment est-ce que l'Union européenne aurait dû protéger les États membres ? L'Union européenne, ce qu'elle aurait dû faire déjà, c'est imposer, mais pour moi ça doit se faire au niveau national, c'est imposer la séparation des activités des banques de dépôt et des banques d'affaires. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? L'esprit du Glass-Steagall Act qui avait été pris dans les années 30 sous Roosevelt. Exactement. Parce que là, on est dans une sorte de système complètement fou et d'aléa moral, en fait, où les banques privées les banques commerciales peuvent se servir des dépôts des épargnants pour aller sur les marchés financiers. Et comme l'État doit garantir les dépôts, si les choix de placement sont hasardeux et que la banque est en état de faire faillite, c'est l'État qui va venir justement en dernier ressort sauver. Donc en fait, ils sont gagnants dans tous les coups. C'est la privatisation des profits et au contraire la socialisation des pertes. Mais l'Union européenne, non seulement n'a pas fait ça, mais a fait pire, puisqu'il y a une directive qui a été passée, qui est la directive dite du bail-in, qui veut dire qu'en cas de crise majeure financière, pour protéger les établissements bancaires, là, on ne va plus demander à l'État d'intervenir, mais l'État, c'est aussi les contribuables. Là, on va carrément pouvoir piquer directement sur les comptes des personnes, si vous êtes dans n'importe quelle grande banque et que cette banque fait faillite. En premier lieu, pour se recapitaliser, on va pouvoir piquer sur les comptes. C'est quand même. Alors dans la directive, il y a une limite, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne piqueront qu'au-delà de 100 000 euros, mais on sait très bien que ça crée un précédent. Il y a eu le cas chypriote en 2013, et s'il y a une grosse crise financière majeure, les 100 000 euros ne tiendront jamais. À partir du moment où le principe a été posé et que ça a été fait, notamment à Chypre, il est fort à parier qu'on descendra bien en dessous des 100 000 euros. On appelle ça du vol, alors qu'un gouvernement de bon sens aurait fait cette séparation justement des banques pour éviter une nouvelle crise. Là, ils ont fait des règles prudentielles comme Bâle 3 ou autres, mais on sait très bien que les tests qui sont derrière ne sont pas l'équivalent de ce que pourrait produire une grande crise financière. Et le fonds de garantie européen ne pourra pas suppléer... Non, ça c'est pas du tout suffisant. D'ailleurs, un fonds qui coûte encore une fois de l'argent à la France, j'en parle dans mon livre, c'est des coûts encore additionnels à la construction européenne. On parlait tout à l'heure des 53 milliards avec les normes, la contribution fiscale directe, etc. Mais il y a d'autres coûts, il y a aussi le coût de ces fonds, et il y a le coût de l'euro. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un think tank allemand qui a récemment justement tiré le bilan, ce que je disais après coup, l'euro à 20 ans, quel est le bilan de l'euro ? Mais il explique exactement ce que dit l'UPR, ce que dit François Asselineau, ce que dit Vincent Brousseau, ce que dit d'autres économistes comme Jacques Sapir. L'euro, finalement, a bénéficié massivement à l'Allemagne et aux pays du Nord et a été nuisible pour les pays du Sud. Pour la France, c'est 374 milliards d'euros sur une seule année, sur l'année 2017, parce que le coût va en grandissant. Puis comme vous avez fixé les parités, vous êtes de moins en moins compétitif, alors que vous aurez besoin de déprécier la monnaie. Sur l'année 2017, quand on regarde cette étude, c'est 374 milliards. Le coût de l'euro pour l'économie française, c'est absolument colossal. Et, pardon Pierre, mais il y avait une question qu'on avait laissée en suspens, que vous aviez évoquée, c'est le fait que théoriquement, la BCE ne peut pas financer les déficits publics, n'est-ce pas ? Oui. C'est interdit par les traités. Or, Vincent Brousseau, à cette même place, a démontré que le quantitative easing, les facilités monétaires, contribuent en réalité à financer les déficits publics. En partie parce que ça fait, en rachetant massivement des obligations d'État, ça fait baisser le taux d'intérêt. Mais c'est indirectement, c'est pas un prêt direct des banques centrales aux États. Mais c'est quand même un viol des traités. C'est pas un viol des traités, justement. C'est un détournement, mais ce n'est pas un viol. Légalement, si on lit les textes, ils ont juste contourné la chose, mais c'est pas un viol des traités. D'accord. Donc c'est une manœuvre, finalement, comme il y en a tant au sein même de l'eurocratie. Oui, exactement. De toute façon, c'est vrai que le grand problème qu'il y a, c'est que si un gouvernement, mettons, qui n'est pas favorable à cette politique-là,
viole les traités, il va directement être poursuivi par la Cour de justice de l'Union européenne, alors que quand les européistes entre eux s'arrangent avec les règles, il n'y a aucun État qui va les poursuivre devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle-même fait de la politique de toute façon, et appliquerait dans un cas les sanctions et n'appliquerait pas dans l'autre. On ne peut pas parler d'une Cour indépendante.